Merci, Monsieur le Vice-président. Je voudrais féliciter mon collègue, le ministre d'État et du Logement, qui a intervenu avant moi pour son intervention. Mr. Deputy Speaker, at this defining moment for our Republic, when the choices we make will shape both the strength of our economy and the resilience of our society, I wish at the very outset to express my support for the budget speech 2026-2027 delivered by the Honorable Prime Minister and Minister of Finance, whom I sincerely congratulate. Much has already been said about this budget. Yet, amidst the debates, there have also been misunderstandings and moments of confusion. It is therefore essential to reaffirm with clarity and conviction what this budget truly represents. This budget is not a mere ledger of figures. It is a vision for renewal. It is a pledge of responsibility and solidarity, of economic rationality and social justice. Above all, it is the assurance that the government stands ready to reconstruct, to rehabilitate, and to safeguard the destiny of our Republic for generations to come. Mr. Deputy Speaker, the economy has started the year on a positive note. Real GDP grew by 3.2% in 2025. Inflation eased to 3.7%. Unemployment fell to 5.7%. And gross official foreign reserves stand at USD 10.3 billion. With over 1.4 million tourist arrivals, generating 103.4 billion rupees in receipts, these gains have strengthened our resilience. Yet, Mr. Deputy Speaker, sir, we must be honest about our fiscal reality. The financial year 2025-26 deficit is estimated at 6.0% of GDP. Public sector debt is 87.8% of GDP, and interest payments total 26.9 billion rupees, approximately 10.7% of government expenditure, and roughly equal to what we spend on health and education. This budget therefore seeks to restore balance, targeting a 3.7% deficit in 2026-27 and reducing public debt to 85.5% by June 2027 to bring it below 80% by June 2029 while sustaining growth and ensuring social cohesion. Monsieur le Vice-président, dans un esprit profondément humain, nous avons entendu les commentaires des Mauriciens. Nous avons entendu l'inquiétude, l'émotion et parfois l'incompréhension. Les membres de cette Assemblée se sont exprimés. Le MMM a fait valoir son point. L'honorable Premier ministre a écouté. Il a annoncé l'abandon du means test. Il importe désormais que nous réfléchissions à la manière d'atténuer l'impact de cette décision. Il est clair qu'il faudra sans doute réduire les dépenses d'investissement, capital expenditure. Car sans cela, où trouver cet argent? Le Premier ministre l'a dit lui-même, il est soucieux des préoccupations de la population. Mais il ne fait aucun doute que cette décision aura des conséquences sur le déficit budgétaire
et sur la dette du secteur public. Une réforme des pensions est depuis longtemps nécessaire, et tous le savent. Les actuaires le répètent depuis des années. Des politiciens aussi l'ont dit. Mais aujourd'hui, il y a comme une hypocrisie politico-électorale. Oui, une hypocrisie politico-électorale parce que cette réforme, tout le monde l'a réclamée jusqu'au jour où il fallait la faire. Là, curieusement, les voix divergent. Monsieur le vice-président, les pensions resteront pour de longues années encore une composante majeure des dépenses publiques. C'est pourquoi il est essentiel de trouver la meilleure formule, celle qui fera le moins mal, tout en tenant compte de notre réalité économique. Monsieur le vice-président, ce budget place l'intelligence artificielle au cœur de notre stratégie pour bâtir une économie plus forte et plus résiliente. Investissement dans la connectivité et les infrastructures numériques, formation à grande échelle et équiper notre main-d'œuvre en compétences pratiques. Autant de leviers qui créeront des emplois à haute valeur ajoutée, renforceront la productivité des entreprises et du secteur public et développeront nos exportations de services numériques. The AI revolution must not be something that happens to Mauritius. It must be something that Mauritius prepares for, participates in and benefits from, a indiqué le Premier ministre au paragraphe 17 du budget 2026-2027. Dans cette direction, le gouvernement formera 25 000 Mauriciens aux compétences pratiques en intelligence artificielle au cours de la prochaine année. Enseignants, étudiants, fonctionnaires, développeurs et entrepreneurs. Combinés à des incitations ciblées, à une nouvelle zone économique spéciale pour l'investissement de haute technologie et à des mesures claires de gouvernance et de cybersécurité. Ces actions généreront de l'emploi dans tous les secteurs et renforceront notre potentiel de croissance. Monsieur le vice-président, l'accent mis par le Premier ministre sur l'intelligence artificielle, l'IA, et la transformation numérique est à la fois courageux et visionnaire. Il dit clairement une chose, la technologie doit servir les gens. La question de l'égalité des genres est plus simple. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour une femme qui ne sait pas où aller pour trouver protection, conseil juridique, soutien psychologique ou tout autre service que mon ministère offre? Pour une femme entrepreneur qui ignore les dispositifs qu'elle peut solliciter. Pour une jeune fille issue d'un milieu modeste, à qui personne n'a jamais dit que l'économie numérique a une place pour elle. C'est à travers ce prisme que mon ministère aborde l'IA et la transformation numérique, non pas comme une mise à niveau technologique, mais comme une question d'accessibilité. Aujourd'hui, nos Women Empowerment Centers, nos Gender Cells, nos Family Support Services, le National Women Council et le National Women Entrepreneur Council opèrent à travers toute l'île, mais la connexion entre eux reste inégale. Les données sont fragmentées. Les actions de sensibilisation sont souvent générales, là où elles devraient être ciblées. Un agent qui souhaite orienter le public n'a pas toujours le tableau complet. L'IA et les outils numériques peuvent combler ces lacunes, non pas en remplaçant
l'interaction humaine qui est au cœur de notre travail, mais en la rendant mieux informée, mieux coordonnée et mieux calibrée dans le temps. Pour les femmes entrepreneurs en particulier, l'opportunité est concrète. Un meilleur accès au numérique et des outils d'information assistés par l'IA signifie qu'une femme qui crée une entreprise, qui formalise son activité ou qui cherche à se développer n'a plus à se perdre seule dans un labyrinthe de dispositifs et de procédures. Elle peut être guidée vers la formation, vers le crédit, vers le programme She Invents, vers l'incubateur dédié aux femmes dans le cadre du schéma PME, vers les opportunités d'innovation que ce budget a ouvert. L'IA peut également renforcer notre travail de prévention. Avec les garde-fous appropriés, une meilleure utilisation des données ventilées par sexe peut nous permettre de voir où se situent les lacunes avant qu'elles ne deviennent des crises. Cela permettra à mon ministère de passer de la réaction à l'anticipation, surtout dans les cas de violence basée sur le genre. Mais je voudrais être claire sur un point, Monsieur le Vice-président. Une femme qui cherche protection n'a pas besoin d'un algorithme. Elle a besoin d'une personne qui l'écoute. Le jugement humain, l'empathie, la confidentialité et la dignité ne sont pas des fonctionnalités que la technologie peut reproduire et nous ne prétendons pas le contraire. La valeur de l'IA dans ce ministère est d'aider nos agents à mieux servir, à toucher plus loin et à agir plus rapidement, à soutenir le visage humain du service public, pas à le remplacer. Monsieur le Vice-président, les femmes de ce pays doivent sentir que le gouvernement est plus proche d'elles, plus facile d'accès, mieux informé de leurs besoins et plus capable d'accompagner leur parcours vers la sécurité, la dignité, les compétences, l'entrepreneuriat et l'indépendance. C'est ainsi que l'IA et la transformation numérique contribueront au travail de mon ministère, non pas comme une ambition technologique abstraite, mais comme un outil concret pour rendre l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes plus réelles dans la vie quotidienne de nos citoyennes. Monsieur le Vice-président, je voudrais m'arrêter sur 3 mesures qui me tiennent particulièrement à cœur et qui, je crois, méritent toute notre attention. La première, c'est le congé de maternité porté à 1 an. Permettez-moi de commencer par un fait que la science établit sans ambiguïté. Les 1000 premiers jours de vie d'un enfant, de la conception jusqu'à ses 2 ans, sont la période la plus déterminante de son existence. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neurologie. Durant ces mois, le cerveau de l'enfant se construit à une vitesse qui ne se reproduira jamais. Le contact physique, la voix de la mère, sa présence constante, tout cela structure littéralement l'architecture cérébrale de cet enfant. Un enfant séparé trop tôt de sa mère n'est pas seulement privé de confort, il est privé d'un cadre de développement que rien ensuite ne remplace entièrement. Monsieur le Vice-président, quand ce budget propose un congé de maternité d'1 an, il ne fait pas de cadeau aux femmes, il fait un investissement dans le capital humain de demain. Ce sont nos enfants, c'est notre avenir collectif. De nos jours, nous ne vivons plus à Maurice dans des familles élargies. La grand-mère dans la cour, la tante à la maison, le réseau naturel qui entourait une jeune mère et son nouveau-né, cette île-là, cette Maurice-là n'existe plus. Cette Maurice-là recule. Aujourd'hui, des milliers de couples élèvent leurs enfants seuls, sans filet familial. Et quand le congé se termine trop vite,
L'option qui reste, c'est la garderie. Et il m'est impossible de ne pas établir ce lien entre cette cassure émotionnelle précoce, cette séparation imposée dès les premiers mois et certains comportements que nous observons chez nos enfants et nos adolescents aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais je dis que ce n'est pas sans lien et que nous avons, avec cette mesure, l'occasion de commencer à y répondre. Concrètement, 6 mois à plein salaire, suivis de 6 mois optionnels partiellement rémunérés. Et pour les mères dont la nature du travail le permet, je rejoins mon jeune collègue, le ministre du Travail, le travail à domicile comme option réelle durant cette période. Pour que la mère qui le souhaite puisse rester connectée à son employeur sans se séparer complètement de son enfant. C'est la logique du lien préservé avec l'enfant, avec le travail, avec la vie professionnelle qu'elle a construite. Monsieur le vice-président, le congé de paternité porté à 6 semaines, c'est la reconnaissance d'une réalité que les jeunes pères de ce pays vivent et que la loi n'avait pas encore pleinement reconnue. Un père présent dans les premières semaines, ce n'est pas un luxe, c'est un pilier pour l'enfant, pour la mère, pour l'équilibre du foyer. Et c'est aussi un signal envoyé aux entreprises. La responsabilité parentale n'est pas une affaire de femmes, elle est partagée. Ce rééquilibrage a une valeur qui dépasse le congé lui-même. Un pas a été franchi, mais nous pourrons aller plus loin à l'avenir vers un congé de parentalité partagée. Monsieur le vice-président, certains ont argué que des employeurs pourraient être tentés de voir dans ces mesures une raison de moins recruter des femmes. Or, le Employment Rights Act, le Employment Relations Act encadre et protège les droits des travailleurs, y compris contre toute forme de discrimination à l'embauche. Ce cadre légal existe, il s'applique. L'Equal Opportunities Commission est là. Un employeur ne peut légalement pas écarter une femme de l'embauche au motif qu'elle pourrait prendre un congé de maternité. La Commission peut ouvrir une enquête de sa propre initiative et la charge de la preuve dans ce type de plainte incombe à l'employeur. Toute entreprise qui penserait pouvoir contourner ces protections devra y réfléchir à 2 fois. Une femme qualifiée, motivée, qui revient de congé de maternité avec son enfant stabilisé et son équilibre retrouvé, c'est un atout pour une entreprise, pas un fardeau. Les pays qui ont compris cela ont des taux de productivité et de rétention des talents féminins qui le prouvent. Monsieur le vice-président, il y a le congé menstruel, 1 jour par mois. J'ai vu les commentaires et les sourires en coin. J'ai vu, et c'est ce qui m'a le plus frappé, des femmes se moquer d'autres femmes à ce sujet. Et je vais être direct. Mesdames, si vous n'avez jamais connu ce jour-là, ce jour où la douleur est si intense qu'elle vous cloue au lit, où se lever relève de l'exploit, où aucun antalgique ne suffit, alors vous avez de la chance. Sincèrement, réjouissez-vous-en. Mais ne confondez pas votre chance avec une norme et ne vous moquez pas de celles pour qui ce jour est une réalité mensuelle, parfois invalidante, souvent vécue dans le silence et la honte parce que précisément on leur a appris à ne pas en parler. Monsieur le vice-président, il y a des femmes dans ce pays qui élèvent seules leurs enfants, qui n'ont personne pour les remplacer à la maison, qui vont au travail ce jour-là parce qu'elles n'ont pas le choix et qui souffrent en silence pendant 8 heures. Ce jour de congé, c'est la reconnaissance que cette souffrance existe, qu'elle est légitime, qu'elle n'a pas à être cachée. Les modalités seront définies. Il est clair qu'un certificat médical sera nécessaire et que la discrétion des responsables des ressources humaines sera indispensable pour garantir la confidentialité. Ce n'est pas un privilège, c'est du respect. Monsieur le vice-président, ces 3 mesures forment un tout cohérent.
Elles disent aux femmes de ce pays, votre corps, votre maternité, votre rôle de mère ne sont pas des obstacles à votre vie professionnelle. Ils font partie de qui vous êtes et ce gouvernement les reconnaît pleinement. Monsieur le vice-président, ce budget est construit sur 4 principes directeurs: responsabilité, solidarité, efficacité économique et justice sociale. Ce sont les mots du Premier ministre lui-même. Et c'est précisément à travers ce prisme de justice sociale que mon ministère aborde la question de la protection des femmes contre la violence et l'abus domestique. Car une économie qui se reconstruit, une société qui avance, tout cela ne tient pas si derrière les portes fermées de milliers de foyers, des femmes continuent de vivre dans la peur. La croissance du PIB ne dit rien à une femme qui ne peut pas quitter sa chambre. Les chiffres du chômage en baisse ne signifient rien pour une femme que son conjoint empêche de travailler. La solidarité nationale que prône ce budget doit commencer là, dans l'espace le plus intime, le plus privé, et pourtant le plus dangereux pour trop de nos concitoyennes. C'est pourquoi le Domestic Abuse Bill 2026, qui a été présenté en première lecture devant cette Assemblée, s'inscrit pleinement dans l'esprit de ce budget. C'est la traduction législative de la justice sociale. Il est la réponse concrète à une réalité que les chiffres seuls ne peuvent pas saisir, mais que mon ministère connaît cas par cas, femme par femme, famille par famille. Monsieur le vice-président, dans un foyer où une femme est victime d'abus, un enfant grandit dans la peur. Dans une famille déstructurée par la violence, c'est l'enfant qui porte les cicatrices les plus durables. La protection de la femme et la protection de l'enfant ne sont pas deux politiques parallèles. Elles forment un seul et même engagement. La législation sur l'abus domestique qui sera introduite prochainement remplacera le Protection from Domestic Violence Act. J'aurai l'occasion d'en parler plus tard. Monsieur le vice-président, on ne peut pas bâtir un pont vers l'avenir si les enfants de ce pays ne sont pas protégés contre la violence. Contre la violence, l'abus, la négligence et l'exploitation. La protection de l'enfant ne se limite pas à la réponse aux crises. Elle commence bien avant par la prévention, l'intervention précoce, le soutien à la famille, la sensibilisation et la participation des enfants eux-mêmes. L'honorable, Monsieur le vice-président, l'honorable deuxième député de Belle-Rose-Quatre-Bonnes a parlé sur la question des Residential Care Institutions, les RCI, et je veux lui dire ceci. Je suis d'accord avec elle. Nous ne pouvons pas accepter que des enfants placés dans nos structures peinent à y trouver protection et sécurité. Oui, nous avons trop longtemps financé des structures sans toujours mesurer leur impact réel sur la vie de ces mineurs. Et oui, une réforme n'est plus une option, c'est un impératif moral. Mais une chose est claire, cet écosystème est d'une complexité que l'on ne peut appréhender de l'extérieur. Nos structures ne sont pas toujours adaptées. Certains carers n'ont pas, dans tous les cas, les compétences spécialisées qu'il faudrait. Et ces enfants, certains d'entre eux, ont été traités pendant des années avec mépris, avec indifférence, parfois pire. Et nous portons cet héritage. Nous ne l'avons pas créé, mais c'est nous qui devons le corriger. Depuis notre arrivée au gouvernement, nous faisons tout pour redresser la barre. Mais je ne vais pas prétendre que c'est simple, parce que ce n'est pas simple. Et ceux qui disent le contraire n'ont jamais mis les pieds dans ces réalités. Il n'existe pas, à ce jour, de structure appropriée pour accueillir des enfants présentant ce que nous appelons des Serious Behavioral Concerns.
Ces enfants-là, et je veux dire que cette Assemblée-là comprenne ce que cela signifie vraiment. Ce sont parfois des adolescents qui mènent la vie dure à leurs propres parents. Des parents eux-mêmes dépassés, épuisés, qui ne savent plus quoi faire. Et au moment où ces parents, à bout, les mettent à la porte, parfois pour protéger le reste de la famille, cet enfant devient immédiatement un enfant abandonné, un enfant qui a besoin de protection et qui arrive dans un shelter du ministère, aux côtés d'enfants victimes de sévices, de violences et d'abus sexuels. Ce mélange, Monsieur le Vice-président, est une réalité que nous n'avons pas créée, mais que nous devons résoudre. Et ce n'est pas une question de volonté politique, c'est une question de structure qui n'existe tout simplement pas encore. Monsieur le Vice-président, l'Attorney General a compris la complexité de la chose. L'ancien Deputy Prime Minister également. Mes officiers et moi, nous leur avons déjà exposé ce problème et il s'est rendu compte de la difficulté réelle de ce dossier. La deuxième députée de Belrose-Quatre-Bornes, qui a assisté aux réunions du comité que je coprésidais, connaît aussi cette réalité de l'intérieur. En effet, sur la question de la gouvernance indépendante de ces structures, l'honorable membre a raison. Il faut éviter tout conflit d'intérêts institutionnel. Je partage cette conviction. Mais la question n'est pas de savoir s'il faut une agence indépendante. La question est laquelle? Sous quelle autorité? Avec quel mandat précis? C'est une réflexion que nous avons engagée depuis un moment, sérieusement, avec toutes les parties concernées. Sur la question de la fusion des entités, je veux rappeler qu'avec le Family Support Services, c'est précisément cette fusion que nous avons déjà réalisée. Sous un seul toit, les dossiers des enfants, des femmes, des familles sont traités par les officiers du ministère. C'est une consolidation concrète, opérationnelle, qui produit des résultats sur le terrain. Quant à la NCC, le National Children's Council, c'est un corps para-étatique doté d'un conseil d'administration et d'un mandat plus précis. Et puis, Monsieur le Vice-président, il y a cette vérité du dossier que j'ai déjà dit publiquement. Nous nous heurtons à des obstacles qui ne viennent pas toujours de là où on les attend. Il y a des caregivers eux-mêmes qui résistent. Il y a des gens qui préfèrent voir le shelter Cap Espoir fermé plutôt que d'être réformé. Il y a des intérêts, je choisis bien mes mots avec soin, des intérêts qui n'ont rien à voir avec le bien-être des enfants et qui compliquent chaque tentative d'amélioration des conditions, des infrastructures, du fonctionnement quotidien. Les dysfonctionnements évoqués, nous les avons hérités. Ce n'est pas une excuse, c'est un contexte. Et la différence entre les hérités et les corriger, c'est notre action depuis novembre 2024. Monsieur le Vice-président, on peut croire parfois que rien n'est fait. Je comprends cette impression, mais ceux et celles qui travaillent avec moi sur ce dossier, mes officiers, les partenaires engagés, ceux qui sont autour de la table sans chercher à en tirer un avantage personnel, savent que ce n'est pas vrai. Nous avançons, pas assez vite peut-être, mais nous avançons. Et nous ne nous arrêterons pas. Monsieur le Vice-président, ce budget annonce un nouveau Child Adoption Bill. C'est une réforme majeure attendue depuis longtemps par les gouvernements successifs et par les associations de défense de l'enfance. La nouvelle loi établira un cadre légal moderne pour l'adoption nationale et internationale. Elle va créer une Adoption Authority dédiée et mettra fin aux délais procéduraux et à la fragmentation administrative qui a trop longtemps laissé des enfants dans des situations de placement temporaire prolongées.
L'intérêt supérieur de l'enfant sera, comme il doit toujours être, la considération première. Ce budget prévoit également le renforcement de la Foster Care Division. Les règlements sur le placement en famille d'accueil seront révisés pour simplifier l'évaluation des familles candidates et construire un réseau plus solide de familles d'accueil qualifiées à travers l'île. Les chiffres montrent la direction à prendre. En 2022, 12 enfants ont été placés en famille d'accueil. En 2023, 14. En 2024, 20. En mai 2026, 122 mineurs sont placés dans 92 familles d'accueil. C'est un progrès, mais c'est encore insuffisant face à l'ampleur du besoin. Depuis ma prise en fonction, j'ai constamment insisté sur l'importance d'un environnement familial qui nourrit le développement, la stabilité et le bien-être émotionnel de l'enfant. À ce jour, 372 enfants se trouvent dans des structures familiales. Ces chiffres nous rappellent que dans des structures institutionnelles, ces chiffres nous rappellent que la capacité résidentielle doit être maintenue et renforcée. Je salue donc la provision de 10 millions de roupies prévue pour de nouveaux abris. Monsieur le Président, les officiers qui travaillent avec ces enfants portent une responsabilité immense. Ils doivent être formés, équipés, soutenus. La formation standardisée permet aux travailleurs sociaux de naviguer dans des traumatismes complexes, d'éviter la retraumatisation et de construire des plans de réinsertion adaptés aux besoins individuels de chaque enfant. Monsieur le vice-président, le budget annonce une mesure que j'accueille avec une satisfaction particulière. We will also legislate for a minimum of 25% female representation on boards of parastatal bodies. 25%, c'est un plancher, pas un plafond. Et c'est un signal fort envoyé à toutes les institutions publiques de ce pays. Ce signal, Monsieur le Vice-président, avait été donné par nul autre que le Premier ministre en nommant une femme Première ministre adjointe cette année. On ne le dira jamais assez. C'est une première dans les annales politiques de notre République. L'histoire retiendra, et les femmes de ce pays retiendront, que le docteur Navin Ramgoolam, Premier ministre de ce pays, a eu l'audace et le courage de briser ce plafond de verre, alors que d'autres en doutaient. D'autres, soi-disant féministes, conseillés à travers la presse interposée, pas joué à Odifé. Des propos blessants qui nous rappellent la campagne contre l'accession de Maurice à l'indépendance et qui disait ceci: l'indépendance, comment dire, peut mettre rasoir dans la mise Sako. Traduction, les Mauriciens seront incapables de gérer l'indépendance. C'est pour vous dire, Monsieur le Vice-président, que certaines mentalités ont la peau dure. Je suis fier d'informer que sur les 5 corps para-étatiques tombant sous mon ministère, 3 sont dirigés par des femmes. 3 sur 5. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'une conviction, celle que la compétence n'a pas de genre et que la représentation des femmes au plus haut niveau de décision n'est pas une faveur qu'on leur accorde. C'est une nécessité pour toute institution qui veut fonctionner avec toute l'intelligence dont elle dispose. Cette mesure législative viendra désormais ancrer réalité dans le droit et je m'en réjouis. Madame la Présidente, à ce jour, 55 gender cells ont été établis à travers les institutions publiques
de ce pays, 55 cellules qui travaillent au quotidien à intégrer la perspective de genre dans les politiques, les programmes et les pratiques de leurs institutions respectives. Ce n'est pas un chiffre symbolique, c'est une infrastructure humaine, institutionnelle que nous avons construite et que nous continuerons de construire. Monsieur le vice-président, il y a une autre avancée annoncée dans ce budget qui me touche tout autant. Women applying for loans will no longer need spousal consent. The appropriate law will be amended. La femme indépendante, la femme debout, la femme dynamique que ce budget veut autonomiser et élever, cette femme-là ne peut pas accepter d'avoir besoin de la signature de son mari pour emprunter de l'argent. Ce n'est pas de l'autonomie, c'est de la tutelle. Nous avons reçu des représentations de nombreuses femmes entrepreneurs qui nous ont signalé cet obstacle comme l'un des plus humiliants et des plus paralysants qu'elles rencontrent. Parmi elles, il y a une situation particulièrement injuste que je veux nommer ici. Des femmes séparées, pas encore divorcées parce que les procédures sont longues, parce que la vie est complexe, qui veulent créer leur propre entreprise, démarrer quelque chose, se reconstruire économiquement et qui se heurtent à un conjoint qui, par pure malveillance, refuse de signer. Non pas parce qu'il a un intérêt légitime dans l'affaire, mais pour les priver de moyens, pour les maintenir dans la dépendance, pour continuer par un autre biais à exercer un contrôle. Monsieur le vice-président, je voudrais maintenant aborder la question de la lutte contre la drogue. Ce budget a raison de poser le problème de la prolifération de la drogue comme une question qui touche les familles. La drogue n'est pas seulement une affaire de sécurité publique, c'est une affaire de bien-être familial, c'est une affaire de protection de l'enfant, c'est une affaire de développement communautaire et de cohésion sociale. La drogue déstabilise les foyers. Elle expose les enfants à la négligence, à la violence, à l'insécurité. Elle épuise les parents. Elle aggrave les risques de violence basées sur le genre. Elle ronge la vie communautaire et contribue à une détresse sociale que nous voyons tous les jours dans le travail du terrain de mon ministère. Le gouvernement a annoncé une approche en 3 volets: prévention, démantèlement des réseaux installés par les barons de la drogue et guérison. Et c'est la bonne approche. 80 millions sont alloués à la NADEC et la mesure qui me parle le plus, Monsieur le vice-président, c'est 50 millions de roupies mises à la disposition de l'ensemble des ministères pour intégrer la lutte contre le trafic de drogue et l'abus de substances dans leurs politiques et leurs opérations. Pour mon ministère, cette mesure est directement pertinente. Nous recevons dans nos Family Support Services des parents déboussolés par leurs enfants, des mineurs pris dans cet engrenage mortel. À part les internés pour quelques jours au BSH ou au traitement au centre Nénuphar de l'hôpital de Montalon, qui dispose d'une capacité d'accueil résidentielle restreinte, conçue pour moins de 10 adolescents, simultanément, que faire de ces adolescents? Comment les aider? Cette première dotation budgétaire ouvre une piste sérieuse. Nous allierons notre travail de sensibilisation, de prévention, d'identification précoce et d'orientation sur l'approche nationale antidrogue. Je salue également le renforcement du community policing avec des neighborhood offices. Monsieur le vice-président, je ne peux pas conclure mon intervention sans évoquer la situation dans ma circonscription. La circonscription numéro 1, Grande-Rivière Nord-Ouest, Port-Louis-Ouest, qui a été pendant ces 10 dernières années l'oublié du développement. Il n'est un secret pour personne que les différents PPS et ministres dans le passé se sont limités à des site visits, tandis que des projets urgents ont été renvoyés aux calendes grecques. Je ne parle même pas du conseil municipal de l'époque. Ces conseillers se contentaient du rôle de figurants et étaient quasiment absents du terrain. Toutefois, depuis un peu plus d'1 an, les habitants constatent un regain d'activité sportive, culturelle et familiale dans toutes les régions,
notamment au niveau des 5 centres communautaires et des salles municipales de la circonscription. La reprise de ces activités est déterminante face aux fléaux qui rongent notre société, auxquels ma circonscription n'échappe pas. Outre la reprise des activités et la remise en état de certaines infrastructures sportives à Résidence Mauvillac, Richelieu, Grande-Rivière Nord-Ouest, Pointe-Sable et Corchapelon, pour le plus grand bonheur des jeunes, nous avons, avec mes 2 colistiers, relancé des chantiers qui étaient laissés à l'abandon. À ce titre, Monsieur le Vice-président, je tiens à remercier le ministre des Infrastructures publiques pour avoir été à l'écoute de nos besoins. Des routes dans un état déplorable depuis des années et causant d'importants désagréments aux habitants ont été réhabilitées. Je pense notamment à Montebello, Vergémangue et Apollinaire à Pointe-Sable, ainsi qu'à Résidence Mauvillac et Borstal à Grande-Rivière. Je remercie également la RDA pour avoir réasphalté la route côtière de Baie-des-Dames et la route ménagerie à Cassis. Lentement, mais sûrement, nous avançons dans la bonne direction. D'autres projets ambitieux figurent sur la liste pour le présent exercice financier pour la circonscription numéro 1. Nous viendrons bien évidemment avec plus de détails une fois ces différents projets lancés. Tous ces projets toucheront chaque région de la circonscription pour le bien-être de la population, de ses habitants. Monsieur le Vice-président, ce budget pour mon ministère, c'est une direction donnée. La direction d'un pays qui décide que l'égalité de genre n'est plus un idéal à poursuivre, mais une politique à mettre en œuvre concrètement avec des ressources, des structures et une volonté politique assumée. La direction d'un pays qui reconnaît que l'autonomie économique des femmes, l'accès au crédit, à l'entrepreneuriat, à l'innovation, au leadership n'est pas un privilège accordé, mais un droit à garantir. La direction d'un pays qui dit aux victimes de violences domestiques « la loi est de votre côté » et qui le prouve avec un cadre législatif renforcé, des mécanismes de coordination, des ordonnances de protection plus accessibles et plus rapides. La direction d'un pays qui place l'enfant, chaque enfant, qu'il soit dans une famille d'accueil, dans un shelter ou dans un foyer fragilisé par la drogue ou la précarité, au centre de ses priorités. Ce budget reconnaît aussi que ce que l'on nomme rarement ici, que la vie de famille a une valeur, que la maternité mérite du temps, la paternité aussi, que la douleur d'une femme un jour par mois est réelle et légitime, que ces reconnaissances ne sont pas des cadeaux, elles sont des rattrapages. L'IA et la transformation numérique viendront appuyer tout cela, non pas pour remplacer l'humain, mais pour que mes officiers soient mieux équipés, mieux informés, plus proches des femmes, des enfants et des familles qui ont besoin d'eux. Monsieur le Vice-président, ce budget protège, il autonomise, il reconnaît, il investit dans les personnes que trop de budgets ont longtemps considérées comme des bénéficiaires passives et qui sont en réalité les architectes silencieuses de la cohésion de cette nation. C'est dans cet esprit que je soutiens le budget 2026-2027. Je vous remercie.